la scène s'ouvre sur deux hommes, l'un agenouillé devant l'autre. L'homme debout s'avance, son épée ensanglantée traînant au sol. Il remarque l'ironie de sa situation, autrefois héros, il en est arrivé là. S'il avait privilégié sa sécurité depuis le confort de son foyer, une telle tragédie aurait peut-être pu être évitée. On nous présente l'homme agenouillé sous le nom de Edenreich, surnommé l'étoile déchue, et l'épéiste sous celui de Julian. Eden supplie Julian, lui demandant comment il a pu lui faire une chose pareille. Julian répond froidement, affirmant qu'Eden aurait dû mieux le traiter lorsqu'il le soutenait en héros. Horrifié, Eden demande si Julian va vraiment tuer son maître aussi impitoyablement. Julian esquisse un léger sourire narquois avant d'éclater de rire, levant son épée bien au-dessus de sa tête. Il déclare que ce ne sera pas difficile du tout et, d'un geste vif, il sépare la tête de Eden de son corps. Alors que la scène s'éteint, on entend un homme hurler d'angoisse, la tête entre les mains. Il attrape frénétiquement son écran, murmurant que c'est impossible. Il n'arrive pas à croire que Eden, son personnage adoré, soit mort de façon aussi absurde. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Nous découvrons l'histoire d'Edenreich, héros reconnu de la ligne de front nord. Connu pour son talent exceptionnel de chasseur de démons, Eden est devenu une figure légendaire, admiré pour sa capacité à diriger même dans les circonstances les plus difficiles. Il a surtout été le protagoniste chéri du jeu. Le choc d'assister à la disparition du protagoniste, notamment aux mains de l'antagoniste Julian, laisse le joueur profondément désillusionné. Il exprime sa déception envers Froml, l'accusant d'avoir trahi ses attentes. Malgré l'annonce d'une suite, ils ont éliminé son personnage adoré. Ce joueur, identifié comme lycée, occupe le premier rang et a investi environ 100 000 heures de jeu dans le jeu, démontrant son dévouement et son attachement au monde virtuel qu'il a exploré. Certains commentaires spéculent que Julian pourrait être le protagoniste de la suite, mais ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un le choisirait comme personnage principal en raison de son apparence. Ils le surnomment « Sly Eyes », non par racisme, mais plutôt pour taquiner son apparence particulière. Un joueur, en désaccord avec cette idée, traite Julian de « traître » et s'interroge sur les raisons de son choix. Ce mécontentement le conduit à annuler sa précommande de la suite. Il hésite un instant avant de prendre sa décision, puis remarque que, s'il a apprécié le jeu, Kill the Demon King, il ne veut plus y participer. Plus tard, allongé dans son lit, il repense au jeu, le qualifiant de pure arnaque et de perte de temps. Pourtant, il admet qu'aucun autre jeu n'offre des graphismes aussi impressionnants ni un univers aussi vaste. Le jeu lui avait été une source de réconfort, l'aidant à surmonter sa dépression pendant une période difficile après son premier emploi. Assis dans son lit, il soupire avec nostalgie, reconnaissant que le jeu était une échappatoire à la réalité. Maintenant, sans elle, il se tourne vers sa plante, affirmant que c'est tout ce qui lui reste. Lorsqu'il se sent déprimé, s'occuper de sa plante lui apporte du réconfort. Il comprend pourquoi les personnes âgées aiment cultiver des orchidées et espèrent que sa propre plante prospère. Alors qu'il arrose sa plante, il entend une notification et commence à se demander ce que cela peut bien être. C'est un message de Framl, l'entreprise de développement de jeux vidéo. Il vérifie s'il s'agit bien de la personne qui joue à leur jeu depuis 5 ans. Il se demande s'il s'agit d'une réponse automatique, mais décide de répondre quand même. On lui demande ensuite s'il est insatisfait du déroulement de l'histoire et si c'est pour cette raison qu'il a annulé sa précommande. Cela le prend de court, et il remarque qu'on dirait qu'il refuse de lui rembourser. Quelques instants plus tard, une autre notification apparaît et il se demande ce que cela signifie. Le message lui demande de cliquer sur le lien ci-dessous. Sans hésiter, il clique et une lumière vive apparaît sur son écran. Ses lunettes sont soudainement aspirées de son visage et il se sent aspiré par son écran. Paniqué, il murmure qu'il doit arrêter immédiatement. Il tend la main vers le bouton d'alimentation et le maintient enfoncé, mais rien ne se passe. Il continue d'être attiré par l'écran jusqu'à ce que la connexion se coupe d'elle-même. Désorienté, il se demande à voix haute ce qui se passe et s'il est en train de tomber. La question pressante est de savoir où il va tomber tandis qu'il regarde autour de lui. Il ne voit que l'obscurité. Mais au bout d'un moment, il aperçoit un terrain vague devant lui et s'y fracasse, peinant à se redresser. Il peine à se redresser et demande à voix haute où il est. Il reconnaît instantanément l'endroit où Eden et Julian ont eu leur dernier combat. Avant qu'il puisse pleinement comprendre ce qui se passe, un scorpion charge vers lui et l'attaque avec une de ses pinces. Il l'identifie comme le démon scorpion du jeu. Soudain, une fenêtre de statistiques apparaît, révélant qu'il possède les qualités d'un épéiste exceptionnel et un instinct incroyable.
Surpris par cette évolution inattendue, il se met à courir et à hurler, ne sachant que faire. Le scorpion, cependant, ne lui laisse aucune chance de s'échapper et se rapproche rapidement. Conscient du danger, il comprend que si la créature le touche, cela pourrait lui être fatal. Alors que le scorpion se jette sur lui, il lève instinctivement la main, se préparant à l'impact. À sa grande surprise, l'attaque ne fait absolument pas mal. Déconcerté, il observe le scorpion tenter une nouvelle attaque. Cette fois, il esquive le coup, serrant les dents et décidant de riposter. Soudain, il prend confiance et assène un uppercut à la créature. Le scorpion trébuche en arrière, et il s'émerveille de l'efficacité de son attaque. Submergé par la situation, il se demande pourquoi son corps est si léger et agile, comme jamais auparavant. Sa confusion s'accroît tandis qu'il tente de comprendre cette étrange tournure des événements. Il réalise alors ce qui se passe et se souvient d'un message qu'il n'avait pas encore vu. Il provenait de Framl, la société de développement de jeux vidéo, lui demandant de modifier lui-même l'histoire. Il lui expliquait qu'il était en train de se réapproprier son personnage. Pensant avoir pris le contrôle d'Eden, il s'enfuit en courant. Cependant, alors que le scorpion hurle et bondit, il se retourne, encore confus. À cet instant, il se penche, saisit sa lame, écarte les bras et serre les dents. Il murmure qu'il a de la chance que le personnage qu'il a possédé ne soit autre que Eden, le protagoniste qu'il a passé d'innombrables heures à incarner dans le jeu. Avec une confiance retrouvée, il balance sa lame en avant. Une entaille en croissant apparaît, volant droit vers le scorpion. L'attaque fend la créature presque entièrement en deux, la tuant instantanément et brisant même le sol sous elle. Contemplant les conséquences, il s'exclame « C'est fou !» émerveillé par la force d'Eden. Regardant ses mains, il songe qu'avec ce pouvoir, il pourrait peut-être changer l'histoire et empêcher Eden d'être tué par Julian, un sort qu'il méprisait dans le récit original. Une notification apparaît alors, l'informant qu'il a acquis l'attaque de base, Crescent Slash, qui fait partie intégrante de ses bases d'escrime. Cette découverte le perturbe légèrement, et il murmure que ce n'est pas la compétence d'Eden. Sentant que quelque chose cloche, il commence à reconstituer les faits. Il retire son sweat à capuche et jette un coup d'œil à l'épée, apercevant son reflet. À cet instant, il réalise qu'il n'est pas Eden, mais quelqu'un d'autre. La fenêtre de statue le confirme, le personnage a les cheveux argentés, un visage impassible et les yeux bridés. De plus, les statistiques révèlent qu'il possède le réceptacle du roi démon, qu'il est un épéiste exceptionnel, qu'il maîtrise parfaitement son mana et qu'il est doté d'un instinct incroyable. Il devient évident qu'il n'est autre que Julian Cripard en personne. Horrifié, il pousse un cri, s'exclamant qu'il n'arrive pas à croire qu'il a fini par posséder Julian au lieu de Eden. Vous avez la possibilité d'explorer les tendances et les traits de caractère de Julian si vous le souhaitez. L'histoire se poursuit ensuite avec une scène se déroulant dans une propriété extravagante. Alors que nous voyons Julian debout devant un miroir, il est logique de l'appeler Julian puisqu'il occupe désormais ce corps. Il peine encore à accepter sa nouvelle réalité, tentant d'écarquiller les yeux au maximum. Il devient évident que l'expression « yeux bridés » n'était pas raciste, elle décrit simplement l'étroitesse de ses yeux. Julian marmonne, incrédule, exprimant sa frustration de devoir vivre comme cette personne, d'autant plus qu'il existe dans cet état depuis environ une semaine. Malgré diverses tentatives pour retourner dans son monde d'origine, chaque tentative s'est avérée vaine, le laissant prisonnier de ce qui ressemble à un cauchemar sans fin. Épuisé, Julian pousse un profond soupir. Il explique un de ses traits de caractère, quoi qu'il pense intérieurement, son discours s'adapte automatiquement aux formes respectueuses dans toutes les langues. Ainsi, même si ses pensées sont informelles ou grossières, ses paroles sont toujours polies et formelles. En y réfléchissant, Julian esquisse un sourire, trouvant un certain réconfort dans la situation. Il admet que ce n'est pas si mal, il se trouve plutôt attirant et comprend pourquoi Julian était si apprécié auparavant. Il s'écarte ensuite brièvement de la question d'avoir une « petite tête », bien que la signification exacte de ce commentaire semble culturellement spécifique, probablement liée à la culture coréenne, et lui reste obscure. Quoi qu'il en soit, Julian reconnaît que ce trait pourrait avoir un côté positif, même si son importance lui échappe, ainsi qu'au lecteur. On revient ensuite à la jambe tremblante de quelqu'un, et le type a l'air super nerveux, disant qu'il ne veut pas y aller parce qu'il ne veut pas rencontrer Julian, car il a l'impression d'entrer dans sa propre tombe. Il ouvre la porte et appelle Julian, et on apprend qu'il s'appelle Sir Horn. Julian le reconnaît, disant qu'il est un parent direct. Il demande si son corps va bien, et Julian répond que oui, grâce à lui s'il va bien.
Oran dit que c'est un soulagement et n'arrive pas à croire qu'il s'est évanoui, dit qu'il ne sait pas s'il était trop inquiet, puis reste assis là à rire gêné, ce qui me met dans une gêne secondaire grave alors que chacun se demande ce que l'autre manigance. Julien dit qu'il pensait que ce serait un inconnu, mais Orne lui-même est venu lui rendre visite, et il se demande ce que Julien a fait. Mais Anne dit que vu sa décontraction même lorsqu'il est venu lui rendre visite, ce n'est certainement pas quelqu'un de facile à gérer. Il se demande s'il devrait essayer de le tester, alors il décide de lui dire qu'il a entendu une rumeur. Julien demande ce que c'était, alors il lui dit qu'il y a une rumeur comme quoi il a perdu la mémoire. C'est une surprise pour lui, et il se pose des questions, mais dit que c'est logique, car tout le monde chuchotait en le voyant, et cela semblait suspect. Il se demande s'il est surpris par cela. Julien appelle alors son nom, ce qui lui fait froid dans le dos, et il demande si Orne lui-même croit aussi à la rumeur, et Bro a juste l'air d'un méchant. Il commence à paniquer, et son cœur s'emballe, et il dit que c'est impossible. Il commence à réaliser que son plan a échoué. Mais en réalité, il commence à confondre son visage maléfique avec une compréhension parfaite de la raison de sa présence ici et du fait qu'il est sous les ordres de l'association des nobles anciens, et il n'y peut rien. Il s'éclaircit donc la gorge, lui conseillant de ne pas prendre trop au sérieux les rumeurs qui circulent parmi les servantes, et il ajoute qu'il va lui expliquer la raison de sa présence. Bien qu'il sache que Julien est blessé, l'association des anciens avait un message à lui transmettre, et il est venu le lui transmettre. Nous apprenons que l'association des anciens est une création des nobles. Ils ont toujours accordé de l'importance à la lignée, et les anciens de la lignée directe ne resteraient pas inactifs si un membre de la famille collatérale tentait de s'emparer du pouvoir. Et puisque Julien est exactement ce qu'il est, il s'inquiète un peu pour lui. Mais même s'il fait partie de la famille collatérale, il se considère comme le chien de la famille royale. En raison de son escrime exceptionnel et de ses talents magiques, il est considéré comme une épine dans le pied de cette organisation, au point qu'ils veulent s'en débarrasser au plus vite. Un message de leur part lui recommande vivement la prudence. Il demande quel est le message, et il hésite un peu, lui disant qu'il doit participer au test d'entrée de Shot Eyes en tant qu'instructeur. Julien réfléchit et explique que Shot Eyes est en réalité un groupe important, car ils effectuent secrètement des missions depuis le palais et servent habituellement de garde royale. C'est une organisation exclusive où se rassemblent des personnes dotées d'une force martiale incroyable, et Julien en fait déjà partie. Ceux qui le regardent d'un mauvais œil l'ont choisi, ce qui est un peu suspect, et il se demande s'il devrait même écouter sa requête. Il sourit, expliquant que Julien aurait normalement compris les ruses de l'association des anciens et évité de faire ça, et qu'il devait commencer à réfléchir à comment le convaincre. Julien, au contraire, accepte et se fera passer pour le superviseur, ce qui le perturbe au point de le faire presque disparaître. Il lui dit que sa blessure est trop grave, mais Julien lui répond qu'elle est guérie par hasard en retirant son bandage. Il panique, conscient du sérieux de sa situation, et dit qu'il prend le taureau par les cornes, mais bien sûr, c'est parce que Julien ne connaît pas bien la situation, alors il veut essayer de s'attirer les faveurs. Alors que In s'apprête à partir, ignorant ce que Julien prépare, il veut prendre ses distances, mais Julien lui dit d'attendre une seconde. In panique, se demandant s'il va le laisser partir. Il se retourne et lui dit d'attendre, mais Julien lui tend la main, tenant une plante, disant qu'il voulait juste lui donner ça pour lui apporter un peu de paix. Bien sûr, Bro a l'air diabolique. In quitte la pièce, l'air défait, et ses jambes tremblent terriblement au point qu'il tombe à genoux et commence à haleter de peur. Il dit qu'il a complètement oublié le surnom que Julien portait. Celui de bourreau souriant, et qu'il comprend parfaitement pourquoi on le lui a donné. Julien soupire alors, disant qu'il a eu affaire à l'une d'elles, et tout cela parce que sa chambre est pleine d'orchidées, et qu'il essaie de s'en débarrasser parce qu'il l'a dit pendant son sommeil. Il dit que quelqu'un doit l'attendre, sans préciser qui, bien sûr, et attrape son épée, ajoutant que si c'est Julien, il ne fera pas une bêtise comme sortir sans son épée. Et s'il doit sortir, il devrait s'habiller correctement. Il ouvre son armoire, surpris, et dit que le style vestimentaire de Julien est un peu bizarre, et qu'il déteste ça, mais qu'il doit se comporter parfaitement comme Julien pour ne pas attirer l'attention. Il ouvre la porte et dit à Anne qu'il est prêt car il a hâte de se rendre à l'entretien. Julien lui demande d'aller lui dire où ça va se passer. Il saute sur un carrosse qui roule dans une forêt. Il lui annonce que, comme il l'a dit plus tôt, le test d'inscription pour les yeux fermés se déroulera sur le terrain d'entraînement de l'Académie Ville. Julien explique que l'Académie Ville n'était pas un lieu important dans le jeu, mais qu'il s'en souvient. Il se demande de quel genre d'endroit il s'agit, ce qui prend en aide au dépourvu, car il pensait déjà le connaître, puisque Julien lui-même est de l'Académie Ville après tout.
Julien dit qu'il n'était pas au courant et ajoute que cela fait assez longtemps, qu'il est sûr que ça a beaucoup changé et qu'il en fait comme si de rien n'était. In dit qu'il voit. Il dit que l'académie où il est allé pourrait être un mauvais endroit à visiter, surtout si quelqu'un se souvient de Julien de cette époque. Il espère donc qu'il n'y a plus personne comme ça. Le carrosse s'arrête et le cocher annonce à Andy et Julien qu'ils sont arrivés à l'Académie Ville. Julien dit qu'il est vraiment énorme, et qu'il ne l'a vu que dans le jeu. On lui demande ce qu'il vient de dire, et Julien rit, affirmant qu'il n'a rien dit. Le pauvre Andy a peur, mais bien sûr, Julien panique, disant que même les graphismes époustouflants du jeu ne peuvent pas surpasser la réalité, aussi proche soit-elle. Mais il se croit simplement effrayant et se demande pourquoi il complote pour le faire agir ainsi. Julien voit qu'il lui fait peur et dit qu'il se sent vraiment mal. Il l'appelle alors, ce qui le surprend encore plus. Julien lui dit qu'il peut partir s'il le souhaite, et qu'il est reconnaissant de l'avoir escorté jusqu'ici. Il dit qu'il veut voir comment le test va se dérouler puisqu'il est ici. Mais Julien dit qu'il pensait mourir d'envie de partir d'ici, donc c'est étrange qu'il veuille rester, et qu'il se passe quelque chose d'assez étrange avec In, car il peut voir une aura menaçante au-dessus de sa tête. Il se demande si c'est du mana, mais même si c'en était un, ce n'est certainement pas son mana ou son pouvoir. Peut-être est-ce plutôt une émotion. Ou peut-être la peur elle-même. Il ouvre sa fenêtre de statut qui indique qu'il est extrêmement sensible aux émotions négatives dirigées contre lui. Et il est capable de juger l'émotion à la couleur de l'aura de ces émotions négatives. Et il dit que c'était exactement ça. C'est bel et bien de la peur. Et maintenant qu'il y pense, Julien a toujours été très doué pour capter les émotions des autres dans le jeu. Et il était particulièrement doué pour exploiter la peur. Il gagnait un combat en utilisant la peur sans avoir à se battre. Et il utilisait aussi la colère pour faire perdre la raison à son adversaire et le pousser à commettre davantage d'erreurs. Et il suppose que tout cela est possible grâce à ce trait de caractère qu'il possède. Et si Andy ne part pas malgré sa peur, plutôt que le fait qu'il soit là avec lui, cela signifie que l'association des anciens lui a ordonné de le surveiller. Il commence à se demander ce qu'il complote exactement, car il comprend qu'il le considère comme une épine dans le pied. Mais il le comprend un peu après tout, car Julien est vraiment tristement célèbre, et il est sûr qu'ils veulent se débarrasser de lui. Des rumeurs circulent même comme quoi il aurait perdu la mémoire, et ce serait le moment idéal pour l'association d'agir. Bien sûr, il ne peut pas laisser cela arriver, et il doit survivre et retourner à la vraie vie. Quelqu'un le bouscule et s'excuse aussitôt. Lorsqu'il ouvre les yeux, il voit Julien lui sourire. Et comme il a un visage de méchant, le type s'effondre en hurlant de panique. Julien comprend que ce n'est pas une bonne chose, car tout le monde se demande pourquoi le chien fou de la famille royale est là et pense qu'il est fichu puisqu'il a croisé nul autre que Julien. Il dit à Julien de se calmer, car il n'est qu'un enfant, mais Julien n'a encore rien fait. Mais il comprend aussi, car il méprise aussi Julien pour avoir tué son personnage préféré. Mais tout le monde ici a aussi une peur intense de lui, qu'il sent. Et il sent aussi que, sous cette peur, se cache aussi de la colère. Il se demande pourquoi Julien n'a pas été un peu plus gentil, car ce n'est pas bien qu'il soit aussi visible. Il doit donc calmer les élèves d'une manière ou d'une autre. On entend alors une femme le saluer. Lorsqu'il lève les yeux vers elle, il est un peu surpris de la voir droit dans les yeux. Il la reconnaît, Aileen. Son nom complet est Aileen Donachin, et c'est l'un des personnages principaux du jeu. Instructrice à la Ville Academy, elle est affiliée à la Tour des Mages de l'Empire Adrian. C'est une mage de génie, capable de maîtriser l'élément métal parmi les 5 éléments du 5e niveau, et ce, à seulement 24 ans. Elle a donné de nombreux conseils à Aiden dans l'arc académicien. Mais il se demande pourquoi elle est là pour saluer Julien et comment ils se connaissent. Il se frotte le cou, décidé à suivre le mouvement, et dit qu'il devrait détendre l'atmosphère. Mais il remarque l'aura qui émane d'elle, et il commence à se demander si c'est de la peur ou de la colère. Il comprend maintenant que ce n'est rien d'autre que du ressentiment. Mais il se demande pourquoi et ce qu'il a bien pu faire pour énerver quelqu'un comme elle. Comme c'est une mage avancée, il ne veut pas se faire remarquer et se faire tuer par elle. Il doit donc trouver un moyen d'apaiser la situation. Il demande qui a bien pu donner à une halfling comme elle la permission de lui parler. Son ressentiment persiste, mais bien sûr, elle ne dit rien, et la situation devient très gênante. Il se met à pleurer intérieurement, disant que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire, et que cela n'arrange rien à sa cause. C'est peut-être un peu exagéré. Il saisit sa lame et lui demande si le fait qu'elle soit une halfling signifie qu'elle n'a que la moitié de son oui. Il décide alors de jouer le rôle du méchant.
Il dégaine sa lame et lui demande si elle a la moindre idée du bruit qu'on fait en mourant. Alors que Julian s'avance, il rit intérieurement, disant qu'elle doit avoir peur, et qu'il peut maintenant la calmer. Mais c'est l'inverse qui se produit, elle libère son mana, lui demande s'il dégaine sa lame, et ajoute que même si c'est lui, il ne devrait pas agir ainsi envers les étudiants et les professeurs. Et c'est un acte de violence contre l'académie tout entière, et elle ne le lui pardonnera pas. Le plan de Bro était prémédité depuis le début. Il n'y avait même pas pensé. Bien sûr, comme elle le déteste. Elle lui dit de se préparer, car elle ne sera pas une adversaire facile. Mais il ne voulait pas ça, il voulait juste l'effrayer un peu. Aileen prend l'initiative et charge, les mains jointes pour préparer un sort. Mais Julian parvient à le bloquer avec sa lame et le renvoie même au sol, le brisant. Il commence à se demander s'ils sont vraiment en train de se battre, mais elle est juste furieuse qu'il détourne le regard au milieu de leur combat. Elle hurle, ordonnant aux élèves de s'éloigner immédiatement. Il semble inquiet, mais décide de l'écouter, et même elle s'enfuit en se demandant ce qui se passe, et il aurait dû partir quand Julian le lui a dit. Tandis qu'elle est distraite, on entend Julian rire, lui disant qu'elle ne devrait pas le quitter des yeux. Alors qu'il charge, elle dresse une barrière magique qu'il brise, et il lui dit que détourner le regard en plein combat est dangereux. Gênée et troublée, elle tend les mains et lance un autre sort, qu'il doit contourner et esquiver, décidant de prendre ses distances. Il dit que ses attaques étaient terrifiantes, et qu'on dirait qu'elle y mettait ses émotions. On la voit paniquer intérieurement, car elle n'avait pas prévu qu'elle lui soit fatale, mais il a esquivé chacune de ses attaques, ce qu'elle n'attendait pas moins de Julian. À un moment, elle le considérait comme le noble idéal, alors qu'on le voit discuter avec d'autres élèves à l'école, et les filles l'admiraient, disant qu'il était plus charmant que tous les autres nobles. Même en première année, elle était conquise par son physique. Elle le trouvait tellement cool et beau, qu'il était vraiment la quintessence du noble. Non seulement il a beaucoup de relations, mais il est considéré comme une étoile montante de l'Empire grâce à son escrime. Alors qu'elle continuait de le fixer dans le couloir, elle serra son livre. Et elle dit que chaque fois qu'elle le regarde, elle espère que son origine collatérale ne la freinera pas. Julian était quelqu'un qu'elle admirait, et elle croyait sincèrement qu'il pouvait changer les préjugés de la société envers les descendants de lignée collatérale. À l'époque, elle ne savait pas distinguer le respect de l'amour lorsqu'elle lui a remis une lettre d'amour. On voyait bien que ses mains tremblaient, et elle a fini par être rejetée. C'est un souvenir marquant qui l'a fait souvent grincer des dents, comme tous vos souvenirs embarrassants. Emportée par ses émotions, elle charge une attaque puissante, la tirant directement sur Julian. Il l'esquive à nouveau, mais bien sûr, ça aurait été terrible s'il ne l'avait pas fait. Il dit qu'il était passé près du but et se demande pourquoi elle est si rouge et si elle est vraiment furieuse. Mais elle veut juste qu'il encaisse un seul coup, ça apaisera sa colère. Il réalise qu'il devrait commencer à se calmer. Il se précipite derrière elle presque instantanément, et lorsqu'elle se retourne, c'est trop tard, il la frappe à l'arrière de la tête avec la poignée, d'un léger coup, et il dit qu'il devrait arrêter de jouer. Elle continue de rougir et lui demande ce qu'il croit faire et s'il la méprise. Il aurait pu la tuer s'il l'avait vraiment voulu, car elle sentait suffisamment de mana émaner de lui, lui demandant pourquoi il y était allé doucement puisqu'il n'avait même pas utilisé l'épée lunaire. Il lui demande si elle veut vraiment savoir et se met à rire. Elle commence à se méprendre, disant qu'il reconnaît peut-être enfin ses sentiments après tout ce temps, et elle rougit encore plus. Il dit que c'est la première fois qu'il vient ici, donc il ne peut pas lui montrer où se trouve le centre d'entraînement, et que tout le monde a trop peur de lui montrer où aller. Et si elle comprend, alors elle devrait lui montrer le chemin. Il la traite de halfling une fois de plus. Elle réalise que ses attentes n'étaient que des illusions et n'arrive pas à croire que la raison soit aussi simple. Alors que Julian s'avance, il explique que l'épée de clair de lune est quelque chose de spécial pour lui. Normalement, lorsqu'on recouvre une épée d'aura, celle-ci est visible sous forme de lumière qui l'entoure. Cependant, l'épée de Julian est très spéciale. Elle prend une couleur bleutée, donnant l'impression qu'elle renferme la lumière de la lune. Il l'a utilisée d'innombrables fois pour tuer des démons. Après avoir été témoin de ce phénomène, les gens l'ont baptisée « épée de clair de lune », par respect et par peur. Ainsi, l'épée est l'identité et la source du pouvoir de Julian. Alors comment pourrait-il savoir comment la manier alors qu'il n'est pas vraiment Julian? C'est mauvais signe qu'elle commence déjà à comprendre, et c'est plutôt grave. Il doit donc s'assurer qu'elle ne le découvre pas. Il commence alors à se déterminer, mais Andy et Aileen y voient une machination. Il demande s'il y a un problème, mais ils se figent tous les deux instantanément, affirmant que ce n'est rien.
Et elle continue de le guider jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin sur les terrains d'entraînement de l'académie. Il ouvre la porte, espère que tout le monde va bien et s'excuse d'être un peu en retard, Aileen s'étant laissé distraire en venant. Elle commence à s'agacer, mais se retient. Julian se présente et dit qu'il sera chargé de l'examen d'entrée aujourd'hui, mais il est sûr que tout le monde le connaît. Ils répondent « Oui, monsieur ». Et il dit qu'il ne voit qu'une bande de lâches. Il se met à rire, disant qu'ils ont tous l'air naïfs, comme s'ils avaient eu une enfance facile, et que l'ornement qu'ils appellent épée le fait rire. Et les yeux fermés qu'ils souhaitent tous entrer sont l'endroit le plus sanglant de l'Empire. Et en tant que leur supérieur, il va leur faire vivre l'expérience. Et sur ce, ils vont commencer l'examen d'entrée. Il saisit sa lame et leur explique que le critère d'admission n'est autre que de le tuer. Il commence à paniquer. Il grimace immédiatement en entendant ce qu'il vient de dire, disant qu'il a réussi et qu'il vient seulement d'apprendre que l'examen d'entrée est un duel. Oran l'a averti de ne pas ménager les enfants. Fuir était la seule chose qu'il pouvait faire pendant son combat contre Aileen. Et s'il participait à un duel officiel, cela pourrait mal tourner, car les gens découvriraient qu'il est vraiment faible. Et comme il n'utilise pas l'épée du clair de lune, ils penseront que ce n'était qu'une rumeur, qu'elle n'a jamais existé, ou qu'il a peut-être vraiment perdu la mémoire. Ce sont des choses qui arriveront probablement. Alors qu'il ressent de plus en plus de pression de la part des autres élèves, il est également sous pression à cause d'Aileen. S'il se montre trop suspicieux, elle pourrait l'attaquer aussi, ce qui signifie qu'il pourrait ne pas s'en sortir. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est de les narguer d'emblée. Il se met à hurler, demandant à tout le monde ce qui ne va pas, disant que ça ne s'arrêtera que s'il meurt ou s'il n'y a plus de candidats. Les élèves commencent à avoir l'air effrayés, et personne ne bouge jusqu'à ce que le premier lève la main tremblante et déclare forfait. Beaucoup d'autres élèves font de même, terrifiés, disant qu'ils ne veulent plus être ici. Le jeune de la famille du torse comprend que c'est grave et serre les dents, mais décide de suivre le mouvement car lui aussi ne veut plus de cette fumée. Oran dit que c'est impossible, et que tous les élèves ont maintenant déclaré forfait. Julian se couvre la bouche en riant. Fier de lui, il se retourne et passe devant Aileen et An, annonçant que l'examen est terminé, car il n'y a plus de candidats. Intérieurement, il est ravi d'avoir réussi. Comme prévu, son côté vicieux l'aide dans ce genre de situation, mais il se demande ce qu'il advient d'Aileen et si sa peur à son égard a pris le dessus sur sa haine. Mais au lieu de cela, elle lui lance un regard étrange, car il ne perçoit aucune émotion négative. Il commence à se demander si sa compétence ne fonctionne pas, ou s'il est possible qu'un trait cesse soudainement de fonctionner. Elle se mordit la lèvre, disant que ce qu'il vient de faire lui rappelle le passé, lorsqu'il évitait les combats inutiles en intimidant ses adversaires. Il ne comprend pas qu'il ne voit que les émotions négatives et pas les positives. Un peu plus tard, de retour aux yeux fermés, il interpelle Julian et se place même devant lui pour lui dire qu'il a fait du bon travail. Mais Julian semble avoir d'autres pensées et pose ses mains sur ses épaules, ce qui le fait paniquer et le plonge dans une peur bleue. On demande ce qui ne va pas, Julian répond que ce n'est rien, que c'est lui qui a fait tout le travail, mais qu'il vérifiait juste si ses compétences sont toujours valables. Quelqu'un d'autre interpelle Julian avec enthousiasme, lui disant qu'il a été formidable là-bas, et Julian lui demande qui il est. Il se présente comme Lazarus et dit que c'est un honneur de le rencontrer et qu'il est responsable des tâches administratives ici, mais que la rumeur selon laquelle il aurait perdu la mémoire était probablement fausse après tout, puisqu'il a terminé l'examen sans avoir à se battre avec aucun des candidats. Julian est stupéfait de voir à quel point ce type peut jacasser. Lazareth continue en disant qu'il a entendu dire que le deuxième fils de la famille Torso était l'un des candidats, mais même cela ne l'a pas empêché de ne pas être indulgent avec eux, et c'est ce qu'on attend de lui. In, surpris, demande s'il essaie de souligner que le second fils de la famille Torso a échoué à l'examen. Lazareth répond que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire, mais In, furieux, se demande comment il ose se montrer aussi arrogant pour quelqu'un qui est encore en formation. Il ajoute que, tout en connaissant le lien entre la famille Torso et la famille Kripar, Julian lui dit qu'il se méprend sur quelque chose, ou peut-être que c'est la famille Torso qui est vraiment en désaccord, et que les yeux fermés n'acceptent pas les nobles. Étant directement affilié à la famille impériale, il n'accepte que les roturiers ou les nobles déchus. Oran affirme cependant être lui-même noble, et Julian lui rappelle qu'il est issu d'une lignée collatérale de la famille. Il est un alphelin de la famille Kripar. Il est donc un chien de la famille impériale, pas d'Ekfart. Cela signifie que le deuxième fils de la famille Torso a passé l'examen d'entrée tout en sachant qu'il ne pourrait pas passer la deuxième étape de sélection. Il demande si la famille essaie d'inculquer à leur fils l'expérience ou quelque chose du genre,
ou plutôt s'il y avait un autre stratagème derrière cet examen d'entrée dès le départ. Oran commence à trembler de peur, demandant si cela signifie qu'il savait vraiment et que, même s'il savait que c'était un piège et qu'il était affilié à eux, il l'a quand même laissé l'accompagner. Mais Julian dit que c'est impossible, et que c'était peut-être juste un simple malentendu. Mais Anne refuse même de le regarder dans les yeux, et Julian dit que sinon, ce serait malheureux pour lui. Un peu plus tard, il retourne à son domaine et les servantes commencent à le saluer, lui souhaitant la bienvenue. En passant, elles lui demandent s'il dînera, mais il refuse. Puis il leur rappelle de ne laisser personne entrer dans leur bureau. Les servantes acceptent. Dès son arrivée, il pose son épée sur la table et pousse un gros soupir, expliquant qu'à en juger par la réaction de In, il semble que l'association des anciens ait vraiment comploté pour cela, et qu'il ait eu la chance de ne se faire prendre par personne aujourd'hui, mais il se demande combien de temps encore sa chance durera. Puis, à un moment donné, l'association pourrait vraiment déceler ses défauts, ce qui signifierait qu'il serait expulsé de la famille. Il baisse alors les yeux vers sa lame, se disant que le fait qu'il ait démontré son incapacité à utiliser l'épée du clair de lune l'inquiète beaucoup, mais que ce serait quelque chose qui vaudrait la peine d'être manié, car cela lui donnerait le pouvoir de dominer les autres. Et si c'est le cas, alors qu'il resserre sa prise sur la lame, il dit que cela pourrait vraiment valoir la peine d'essayer de débloquer le pouvoir de l'épée au clair de lune pendant qu'il en a l'occasion. Il continue de sortir la lame et commence à l'analyser. L'aura disparaît presque instantanément, laissant place à son reflet. Il affirme que c'est exactement comme il le pensait. Elle ne s'active pas. Le trait de Julian, épéiste exceptionnel, lui permet d'être parfaitement à l'aise avec l'escrime. Dès qu'il saisit l'épée, sa trajectoire lui devient extrêmement visible. En examinant ses statistiques, ce trait indique qu'il est capable d'utiliser une épée depuis sa naissance. Si elle est sous forme d'épée, quel que soit son type, il peut la manier. Mais ce n'est pas suffisant pour qu'il puisse manier l'épée du clair de lune. Nombreux sont ceux dans l'Empire qui sont aussi doués que lui. Ou plutôt, aussi doués que Julian lui-même en matière d'escrime. Il existe des dizaines, voire des centaines de personnages nommés. Mais la différence entre eux et Julian est flagrante. Il existe une disparité de compétences considérable en matière d'aura ou de manuse. C'est la raison pour laquelle il a pu survivre avec un mode de pensée pathologique. Et il se demande s'il n'y a vraiment aucun espoir pour lui d'y parvenir maintenant. Si le mana refluait, ses organes vitaux pourraient être détruits, car son utilisation est très dangereuse. Il hésite, mais décide qu'il n'y a pas d'autre solution, car il devra faire ses preuves. Si le concept de mana est le même dans ce monde, alors celui qui y a joué pendant tant d'heures connaît déjà la méthode. Alors qu'il commence à concentrer son mana, il dit qu'il doit utiliser le peu qu'il a accumulé dans son cœur et l'envoyer aux méridiens de mana. Des 38 méridiens de mana, 6 sont d'importantes veines grises. Et parmi elles, la grande veine de sa tête est l'essence du mana qui relie son cœur. S'il activait cette zone, ce serait tout ce dont il aurait besoin. Un déclic se produit alors en lui. Et lorsqu'il ouvre les yeux, l'aura se répand hors de lui, et il la ressent. Tandis qu'elle enveloppe son corps, il resserre sa prise sur son épée, affirmant qu'il lui suffit de la déplacer ailleurs, à savoir sa lame. Mais malgré tous ses efforts, la résistance est bien plus grande qu'il ne l'espérait. Pourtant, il sait que ce corps en a la capacité. Et après quelques efforts, c'est un succès, en quelque sorte, car cela n'a duré qu'une seconde. Il dit que même si elle s'est matérialisée, elle est encore faible. Il ajoute que si on la comparait à la Lune, ce serait encore un croissant. Mais au moins, la Lune s'est montrée, et ce n'est pas si mal. Le lendemain, dans la zone d'entraînement, il élargit sa position et commence à déchiffrer sa lame. Il coupe instantanément 3 mannequins d'entraînement en 2 avec l'épée de clair de lune. Alors qu'il commence à se fragmenter, on voit la lumière briller le long de sa lame. Il dit avoir au moins atteint le niveau de chevalier. Ça n'a pris qu'une journée, bon sang. Il ne lui reste plus qu'à terminer son épée de clair de lune, mais ses connaissances du jeu s'amenuisent peu à peu, et il a besoin de quelqu'un qui le connaisse, Julian, car il doit lui demander conseil. Une des servantes l'interpelle, lui disant qu'il a un invité. Il se demande si Julian avait des amis, mais le moment est parfait. Ce n'est autre que Lazare, qui l'accueille, et il réalise qu'il s'est complètement trompé, puisqu'il ne s'agit que du jappeur de niveau 1000. Lazarus est simplement surpris de s'être souvenu de son nom et dit que ce n'est sûrement pas à cause de son comportement d'hier. Julian demande comment il est censé oublier quelqu'un qui parle autant, et il ne sait pas s'il est intrépide ou simplement stupide. Il lui demande donc ce qui l'amène ici.
Lazareth répond que c'est simple, et qu'il a reçu l'ordre du commandant de confirmer les résultats de l'examen d'entrée organisé hier à l'académie. Julian est perplexe, disant qu'il pensait avoir vu les résultats lui-même. Lazareth explique que recevoir les résultats de l'examinateur et les lui remettre fait partie de la procédure. Julian dit que Schur est assez inefficace, et qu'on dirait qu'il le charge simplement de tâches superflues. Il dit de signaler qu'il n'y a eu aucune réussite à l'examen d'entrée. Lazareth dit qu'il préviendra le commandant immédiatement, mais Julian se fige, conscient de quelque chose, et dit à Lazareth d'attendre, confirmant qu'il se rendra directement chez le commandant après cela. Lazareth accepte. Julian dit qu'il veut le faire lui-même. Puis Lazareth demande s'il est sérieux. Julian accepte, et ils peuvent aller ensemble à sa voiture, et il le raccompagnera. Lazareth commence à montrer de la peur et se demande s'il a peut-être fait une erreur. Il répond que c'est certainement à cause de la veille. Julian répond que non, et qu'il fait simplement preuve de considération, car il pensait que Lazareth pourrait se sentir mal à l'aise de rentrer seul. Julian ajoute qu'il aurait dû mener une vie plus clémente, mais que, puisqu'il en est là, il devrait aller lui demander conseil. Julian est sûr que le commandant le connaît très bien et qu'il fera en sorte que la famille Kripp ne puisse jamais comploter concernant les yeux fermés. On se précipite au quartier général lorsqu'un homme fait irruption par une porte, annonçant au commandant qu'il y a un problème. Le commandant demande ce que c'est, car ce doit être grave. L'homme lui répond que Julian est venu en personne. Le commandant recule légèrement sa chaise, demandant s'il est vraiment certain que c'est Julian. On passe ensuite au palais impérial d'Adrita. Julian explique qu'il n'aurait jamais cru voir cet endroit de ses propres yeux. Le continent de Rosinda, principal décor du jeu, est dominé par 3 pays majeurs. Le plus puissant est l'empire d'Adrita, où Julian réside actuellement. Après la fermeture du dieu démon Barbade, les pays dévastés se sont progressivement unifiés sous une monarchie puissante, devenue une superpuissance. Le symbole de cette force est ce palais majestueux qui se dresse devant lui. À l'intérieur, Julian panique, trouvant tout cela complètement fou. Mais, bien sûr, il garde un visage impassible. Lazareth se demande pourquoi il ricane, car il le trouve effrayant. Il est aussi très inquiet. Normalement, le seul moyen de joindre le capitaine aurait été par l'intermédiaire de ses serviteurs, mais maintenant, Julian veut s'adresser directement au capitaine des yeux fermés, et il a même amené quelqu'un comme Lazareth avec lui. Lazareth se demande quel est le plan de Julian. D'autres personnes remarquent Julian, disant que c'est bizarre qu'il soit là tout seul, et qu'il le pensait blessé, mais il semble aller bien, alors peut-être que la rumeur de perte de mémoire était fausse. Lazareth dit que c'est un grand honneur, mais il a l'impression qu'il pourrait s'évanouir à tout moment. Julian affirme que le palais est toujours aussi majestueux. Lazareth ne comprend pas pourquoi Julian évoque ce sujet, mais il continue en disant que, puisque c'est la première porte accessible à tous, le capitaine doit avoir passé la deuxième porte sécurisée. Lazareth affirme que c'est vrai, mais se demande pourquoi Julian dit tout cela, car tout le monde sait que c'est connu. Il commence à avoir un malentendu, se disant que ce n'est rien d'autre qu'un test. Le visage condescendant de Julian donne l'impression qu'il essaie de dire qu'un stagiaire incompétent comme lui doit être testé à nouveau, et que s'il ne le guide pas correctement, il pourrait être expulsé. Bien sûr, Julian dit qu'il ne sait pas si c'est parce que son champ de vision est plus large que dans le jeu, mais il ne voit même pas où se trouve le bâtiment Shut Eyes. Il demande à Lazareth ce qui ne va pas et s'il ne se sent pas mal. Lazarus dit non, car c'est une priorité pour le groupe. Julian se demande ce qui ne va pas, mais ils continuent leur chemin. Julian dit qu'ils sont là. Lazarus lui demande s'il est admis. Bien sûr, Julian n'a aucune idée de ce dont il parle. Lazareth dit qu'il pensait que c'était un autre test, et Julian répond non, demandant pourquoi il aurait même besoin de le tester. Lazareth dit que cela signifie qu'il est déjà un membre qualifié des Shut Eyes. Mais Julian se demande simplement pourquoi il ne répond pas à sa question. Alors que Lazarus commence à s'incliner devant lui, lui demandant s'il veut bien l'excuser un instant, il s'enfuit en chantant. Julian dit qu'il est vraiment bizarre et qu'il ne sait pas s'il aurait dû dire que c'était le faux Julian. Un homme s'approche alors de lui et lui dit que le capitaine l'a invité à entrer. Julian lui annonce qu'il est enfin temps pour lui d'aller rencontrer son patron. On apprend enfin que le capitaine s'appelle Audouin Baladé et qu'il est l'unique héritier de la famille Baladé déchue. La force et le leadership d'Audouin lui permettent amplement d'accéder au poste de capitaine. Il est le seul à pouvoir unifier et contrôler les membres des Shut Eyes, qui ne suivent que les ordres de la famille impériale. Julian se demande quel sera son charisme, car cela le rend franchement un peu nerveux.
Il se tient devant la porte et frappe pour demander s'il peut entrer. Une femme lui dit d'entrer, et lorsqu'il entre, on voit une petite fille assise sur une chaise en train de faire des papiers. Elle accueille Julian, lui disant que cela fait longtemps. Il s'avère qu'Audouin est en fait une femme. Elle dit qu'on lui a dit qu'il était blessé et lui demande s'il va bien. Julian, perplexe, dit qu'il ne s'intéressait pas particulièrement aux shut eyes, donc qu'il ne savait pas, mais qu'elle est extrêmement petite, ce qui est significatif. C'est une petite fille. Il se souvient que le capitaine avait un corps plus petit, mais il n'aurait jamais imaginé que ce serait à ce point, et qu'au lieu d'être une femme, elle ressemblerait davantage à une adolescente. Elle lève alors le doigt et le pointe vers lui, disant qu'il allait dire qu'elle était petite, comme d'habitude. Julian se dit intérieurement que puisqu'elle savait ce qu'il pensait, elle devait bien le connaître. Audouin lui demande comment va sa blessure, prétextant un rapport. Julian se demande ce qu'il devrait dire et qu'il devrait faire attention à ce qu'il dit devant elle, car, au pire, elle pourrait se méfier de lui. Même s'il est Julian, il devrait tout de même se montrer respectueux envers le capitaine, car il est si loyal qu'il est presque leur chien. Il décide alors de céder, la remerciant avant tout pour son inquiétude, précisant que ce n'était pas une blessure bénigne, mais que cela ne suffisait pas à entamer sa loyauté envers l'Empire. Elle est confuse, et il se demande s'il a peut-être dit quelque chose de mal. Elle réfléchit un instant, puis pose les mains sur le bureau et s'approche de lui, lui disant que quelque chose cloche et lui demandant s'il a toujours parlé comme ça. Elle lève alors son épée juste sous son menton, lui disant qu'il se sent comme un étranger. Julian comprend que c'est grave, et dit qu'à cause de la couleur de son émotion, qui est la négation, elle se méfie de lui. Voyant une étrange couleur blanchâtre émaner d'elle, il panique, se demandant comment il a traité sa supérieure jusqu'à présent. Il attrape la poignée de son épée et dit que pour l'instant, il va passer à l'offensive, comme le ferait un méchant, en demandant s'il y a un problème. Elle lui demande s'il vient vraiment de mettre la main sur son épée et lui répond qu'il vient rarement au quartier général. Chaque fois qu'il le fait, il fait simplement son rapport et s'en va sans un mot, ce qui l'a rendu soudainement si assidu. Elle ajoute qu'il pensait que même Julian avait établi une distinction entre affaires personnelles et professionnelles concernant les yeux fermés, mais il semble l'avoir sous-estimé. Il explique qu'il est en congé depuis un certain temps à cause de sa blessure, raison pour laquelle il est venu faire un rapport en personne. Elle lui demande si c'est vraiment le cas, et il lui demande si cela lui pose un problème, puisqu'il doit avancer sans vergogne, comme le ferait Julian. Il lui demande si elle compte contrôler les choses même lorsqu'il est autorisé à se présenter, tout en posant la main sur son bureau. Elle ajoute qu'à en juger par son comportement insubordonné à son retour, il semble que les rumeurs de sa blessure aient été exagérées. Il dit que c'est vrai, mais d'une certaine manière, cela l'énerve toujours de voir à quel point elle est directe envers Julian et qu'elle n'est pas une femme ordinaire. Audouin soupire, lui ordonne de poursuivre son rapport et lui demande s'il y a eu quelqu'un de prometteur à l'examen d'entrée. Il répond que non. Elle répond qu'elle s'attendait à autant, car il est après tout un élève du sein de l'épée Eden, et un talent ordinaire ne suffirait pas à l'impressionner. Mais elle demande s'il y a quelqu'un d'assez compétent pour être admis. Il répond que non. Elle paraît surprise, se demandant s'il est vraiment en train de lui dire qu'il n'a laissé passer personne. Il lui répond qu'elle a raison et rit. Elle a l'air furieuse, lui demandant pourquoi, et il continue de lui sourire. Alors elle redemande, se demandant pourquoi, disant qu'il est vraiment fou, même si elle le sait déjà, se demandant pourquoi il a fait une chose pareille et que les yeux fermés manquent de main-d'œuvre en ce moment, donc même une seule personne aurait aidé. Il ajoute que ce n'est pas parce qu'il manque de main-d'œuvre qu'ils ne doivent accepter personne. Pas un seul candidat n'était apte à les rejoindre. Elle dit qu'il pourrait y avoir des talents qui pourraient s'avérer utiles après la formation. Il dit que c'est une perte de temps, car il n'était même pas assez talentueux pour devenir stagiaire. Bien qu'il essayait simplement d'éviter de les affronter, elle dit qu'il est impossible de lui parler et qu'il devrait disparaître de sa vue. Il rit, ajoutant qu'avant de le faire, il veut faire une demande en mariage. Elle lui demande ce qu'il prépare. Bien sûr, il a peur, mais il doit continuer à se comporter comme Julian. Il fouille dans son uniforme, en sort un papier et le pose sur son bureau. Il dit avoir identifié les défauts de l'examen d'entrée actuel et les avoir classés ici. Elle commence à lire, lui demandant ce qu'il entend par défaut. Il dit qu'il pensait simplement qu'il n'avait pas réalisé à quel point les yeux fermés sont un endroit. Elle demande si c'est vraiment le cas, ajoutant qu'elle suppose que les candidats devraient savoir où ils postulent, et que ça vaut la peine qu'elle y consacre du temps. Il est écrit que lors de la candidature à l'examen d'entrée, les yeux fermés n'assumeront aucune responsabilité. Elle rit,
disant que cela donne presque l'impression qu'il va les combattre avec l'intention de les tuer, lui demandant si elle a bien compris. Il éclate de rire, et elle affirme que, vu sa réponse, elle a raison. Et il est vrai qu'à l'exception d'elle, Julien occupe un poste relativement élevé au sein des yeux fermés, mais il n'a jamais interféré directement avec les politiques internes de cette manière auparavant. Elle semble y réfléchir, se demandant si c'est pour cette raison qu'il n'a laissé personne passer l'examen d'entrée, se demandant s'il ne voulait pas d'ennui après avoir blessé les candidats. Il répond que oui, et ce n'est pas tout. Les candidats admis à un tel examen ne leur seraient d'aucune utilité non plus, puisqu'il s'agit après tout d'une agence affiliée à l'Empire. Il refuse de pardonner à ceux qui restent au nom honorable de l'Empire. Elle dit comprendre et ajoute qu'il se comporte mal dès que la famille impériale est impliquée. Elle portera l'affaire devant le Conseil, mais ne peut garantir que cela sera accepté. Il dit apprécier ses efforts et s'excuser. Elle lui conseille de patienter, car elle a entendu dire qu'un message de la famille impériale allait arriver à son bureau, il devrait donc aller vérifier. Il sourit, disant comprendre, et s'en va. Sous son regard, elle reporte son attention sur le document et sur la signature d'une décharge. Il s'avère que même si personne n'était tué pendant l'examen, cela ne serait pas considéré comme un crime sous la protection de la famille impériale. Bien sûr, cela ne changerait pas nécessairement la nature de l'examen lui-même. Les seules personnes éligibles pour postuler à la fermeture des yeux étaient des nobles ou des roturiers déchus, et l'examen n'a rencontré aucun problème jusqu'à présent, car il est facile d'ignorer les plaintes des personnes sans pouvoir. Elle est sûre que Julien est au courant, ce qui signifie qu'il en a parlé parce qu'il a compris que l'association des anciens et la famille Torso complotaient quelque chose pendant l'examen, et voici sa réponse. C'est un message pour eux, leur disant qu'il sait déjà ce qu'il prépare et qu'il ne laissera pas passer. Cela pourrait tourner au vinaigre, alors elle doit rester vigilante, car Julien est un cheval sauvage dont elle ignore tout. Cela pourrait se transformer en problème, elle doit donc garder un œil dessus car Julien est un cheval sauvage et elle n'a aucune idée de ce à quoi s'attendre. Cela pourrait se transformer en problème, elle doit donc garder un œil dessus car Julien est un cheval sauvage et elle n'a aucune idée de ce à quoi s'attendre. Julien se précipite sur lui et lui dit qu'il a réussi à se rendre jusqu'à son bureau au siège de Shut Eyes. Normalement, Shut Eyes n'attribue pas de bureau privé, car il n'est pas nécessaire qu'il soit en disponibilité. Si une telle organisation attribue une chambre privée à quelqu'un, il se demande à quel point l'intérieur sera extravagant. En ouvrant les portes, il découvre des robes vraiment chic et des décorations flippantes. Il dit qu'il y a tellement d'objets de luxe qui n'ont rien à voir avec le travail, et que c'est encore pire que sa maison, alors il doit être complètement fou. Ils ont tous l'air si chers et pourtant si hideux. Il n'arrive vraiment pas à apprécier ce salaud, il a vraiment très mauvais goût. Il marche sur quelque chose en entrant et dit que ce type est un accumulateur compulsif. On frappe à la porte et Julien les invite à entrer. On y voit Lazare, lui-même venu remettre une lettre de la famille impériale, et il l'attend à Julien. Julien affirme que ce doit être la lettre dont parlait le capitaine. Alors que Lazarette s'excuse, Julien lui demande d'attendre. Il affirme que le timing est parfait. Il doit charger les sculptures dans le chariot qu'il a emprunté pour venir ici, et elles ne devraient pas être trop lourdes. Lazarette, paniqué, lui demande s'il les veut toutes. Il dit qu'il n'en revient pas et lui confie une nouvelle mission, présumant qu'il ne sera plus stagiaire très longtemps. Il lui annonce qu'il va les déplacer immédiatement, et Julien se demande pourquoi il fait cette grimace. Dès que Lazarette ramasse l'un des coffres au trésor, il heurte l'effrayante statue de poupée et tombe la tête la première au sol, mais parvient à protéger le coffre qu'il tenait. Julien, surpris, dit qu'il est vraiment pénible. Lazarette saisit aussitôt une épée et la porte à sa gorge, s'excusant, disant qu'il n'arrive pas à croire qu'il ait fait une bêtise devant lui. Julien lui répond qu'il n'a pas besoin de faire ça. Il se croit trop effrayé, alors il va essayer de détendre l'atmosphère avec une blague, disant que le plus gros problème serait de nettoyer s'il mourait ici et qu'il devrait simplement continuer à les déplacer. Bien sûr, Lazarette ne le prie pas pour une blague et dit « d'accord ». Julien dit qu'il a peur de lui parce qu'il est dans ce corps en ce moment, mais il suppose que c'est normal, et il lira simplement la lettre en attendant. Le sceau est celui de la famille impériale, comme dans le jeu. Il est indiqué pour Sir Julien et mentionne son nom de famille ainsi que les yeux fermés. Julien nous donne simplement les deux mots qu'il n'a pas lus depuis longtemps puisqu'il comprend la langue, ce dont il est reconnaissant. Et il est écrit que s'il est rétabli, il devrait retourner au travail. Il a l'impression qu'ils essaient juste de le réduire en esclavage, mais ils ont bien édulcoré la situation. Non pas qu'ils s'en plaignent. Ils pensent qu'acquérir de l'expérience sur le terrain est important pour l'instant,
puisqu'il n'a trouvé aucune piste concernant l'épée du clair de lune. La mission consiste à restaurer une pierre de résonance. Il commence à nous expliquer ce qu'est une pierre de résonance. Il explique qu'il existe de nombreux démons dans le jeu. Après la mort du dieu démon Barbado, ces vestiges, qui parasitaient les êtres vivants ou se manifestaient sous forme physique, sont devenus des démons dans ce monde. Ils ont alors commencé à attaquer l'humanité. Les objets utilisés pour les maîtriser sont ces pierres dont nous parlions, les pierres de résonance. Elles représentent le grand héritage des mages, et ils se demandent comment ils ont pu créer des pierres avec du mana. N'étant pas mages, la mission implique probablement qu'ils doivent protéger le mage qui restaurera la pierre. Ils ne voient aucune raison de refuser. Bien que combattre des démons comporte des risques, s'il réussit cette mission, les soupçons et rumeurs qui courent à son sujet s'apaiseront probablement. Il se demande qui sera le mage qui la protégera. Manipuler une pierre résonante nécessite des mages qualifiés, et il espère qu'il s'agit simplement de quelqu'un de bien. On passe ensuite à Eileen qui s'étire au palais impérial. Elle se demande pourquoi elle doit continuer à écrire ces lignes, même après être devenue professeure et devoir constamment faire ses preuves, étant donné la vie d'une mage après tout. Mais la famille impériale est bien trop exigeante. Quelqu'un lui tape sur l'épaule, et elle se retourne, se demandant qui est cette personne qui l'amène ici. Allen interpelle la jeune fille, qui s'appelle Diana, et lui dit que cela fait une éternité. Elle lui demande comment elle va. Elle dit qu'elle doit être débordée, étant la plus jeune professeure, et que c'est si difficile de la voir ces jours-ci. Eileen rit, disant qu'elle n'a pas besoin de la flatter ainsi. Diana lui demande si elle a le temps, car elle va à un goûter et veut l'inviter. Eileen s'excuse, mais elle doit travailler sur sa thèse. Diana répond qu'elle est vraiment appliquée et que cela la ramène à leurs années d'étudiante, et que rien n'a changé. Elle remarque qu'elle a l'air déprimée, mais aperçoit aussi quelque chose derrière Eileen et le désigne du doigt, affirmant qu'elle reconnaît la voiture de Julian. Eileen se retourne et affirme avoir raison. C'est un blason réservé à la famille de Julian, et Diana dit qu'elle a entendu dire qu'il était à l'article de la mort, et il est vraiment insistant d'être déjà là. Eileen semble agacée, affirmant qu'elle est d'accord. Diana comprend son comportement et dit que c'est bien ce qu'elle pense. Et cela ne signifie sûrement pas qu'elle a encore des sentiments pour lui. Eileen dit qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle dit. Diana rit, disant qu'elle était si gentille à l'époque et commence à raconter comment, lorsqu'elle a entendu la rumeur selon laquelle elle ne serait jamais rejetée si elle avoue, elle a appelé Julian jusqu'au cerisier et l'a fait. Eileen lui propose d'aller prendre le thé ensemble, et Diana répond qu'elle se croyait occupée. Eileen rit maladroitement, disant qu'elle a réalisé qu'elle avait du temps libre et commence à se transformer en tomate. Diana répond qu'elle n'a pas à avoir honte, car tout le monde aimait Julian à l'époque. Allen dit qu'elle a raison. En y repensant, il était complètement différent de l'homme qu'il est aujourd'hui. Il est devenu comme ça après son retour du front nord et son adhésion aux yeux fermés, et il a beaucoup changé. Diana lui dit d'aller lui dire bonjour. Et elle répond que ce n'est pas parce qu'elle l'aimait bien qu'elle l'aime encore, et qu'elle n'a pas besoin de le voir pendant un moment. Diana demande pourquoi, et Eileen commence à invoquer quelque chose par magie, lui disant qu'elle ne reviendra pas au palais avant un certain temps. Alors qu'elle tient une enveloppe, Diana la reconnaît et lui dit que c'est une lettre de la famille impériale. Eileen dit qu'elle a raison, et qu'ils lui ont confié une mission. Diana demande ce que c'est, tandis qu'Eileen lui répond qu'elle est chargée de restaurer une pierre de résonance. Oh là là, quelle surprise! On voit ensuite des chevaliers défiler, disant qu'ils sont nombreux ici, se demandant s'ils vont rencontrer quelqu'un d'important. Un de leurs amis affirme que même les chevaliers du Lion Bleu accompagnent les yeux fermés, et que même Sir Julian accompagne personnellement cette mission. Le type, surpris, dit avoir sûrement entendu la rumeur selon laquelle il aurait perdu la mémoire à cause d'une blessure, mais elle a dû être inventée par des gens qui ne l'aiment pas. Le type dit qu'il avait le pressentiment que c'était quelque chose comme ça. Et qu'il était impossible qu'une personne aussi démoniaque soit blessée. Julian affirme avoir fait le bon choix en acceptant cette mission, car l'opinion publique lui est favorable. Des hommes s'approchent alors de lui, le remerciant de les avoir rejoints, et nous sommes présentés à Fern et Heinrich, membres des Chevaliers du Lion Bleu. Julian dit que les Lions Bleus travaillent dur, comme d'habitude. Il conseille d'escorter les mages en toute sécurité jusqu'à leur destination. Julian dit qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver et se met à rire, car il a peur des démons. Mais bien sûr, ils ont peur de son expression et se laissent aller. Fern lui dit alors que lui et Heinrich ont une question, et Heinrich lui demande s'il envisagerait de prendre la calèche pour Gilan.
Fern lui dit qu'il devrait laisser l'escorte au chevalier du Lion Bleu et voyager confortablement. Julien y réfléchit, disant que l'offre semble plutôt alléchante, mais que ce n'est pas vraiment pour son confort. Les chevaliers du Lion Bleu sont une unité régulière impériale, et contrairement aux yeux fermés, la plupart des chevaliers réguliers sont composés de nobles. Il s'assure donc qu'aucun membre d'une branche familiale ne les devance. Julien dit que dans les romans, tous ceux qui partent pour un autre monde vivent glorieusement, mais lui, le méchant coincé dans cette terrible situation, est là, et que voyager en calèche semble plus confortable que marcher. Fern et Heinrich disent qu'ils sont heureux d'avoir surmonté ce problème de pensée alors que Julien accepte de le suivre. Julien commence à paraître surpris en entendant qui c'est, et on la voit s'avancer, saluant tout le monde, disant qu'il fait beau aujourd'hui. Elle se présente avec sa carte d'identité officielle complète, précisant qu'elle est responsable de la réparation de la pierre de résonance. Elle aperçoit Julien et est choquée. Julien parle alors de lui en calèche, il préférerait ne pas le faire. Alors qu'Aileen rougit, elle se demande pourquoi il est là. Mais surtout, elle a compris qu'il l'évitait, mais c'est parce qu'il la prend pour une inconnue, et c'est inconfortable de ne pas savoir ce qu'elle pense. Fern et Heinrich sont simplement surpris, se demandant pourquoi il change d'avis et s'il affirme son autorité maintenant. Fern serre les dents, demandant s'il a vraiment compris son plan de le placer à l'arrière pour superviser la mission, et comme prévu, il a vraiment survécu dans cette cour impériale chaotique sans s'allier à aucune faction. Mais bon, il n'est qu'une branche collatérale, et il se dit arrogant. Même si la famille royale le reconnaît, il n'arrive pas à croire qu'il méprise les nobles et qu'il devrait attendre de voir. Mais bien sûr, c'est simplement parce que Julien a dit qu'il ignorait totalement que ce serait Aileen dans le carrosse, et elle est tout aussi mal à l'aise que lui. Il dit que, vu la situation actuelle, ils doivent terminer la mission au plus vite, et qu'il faut tout nettoyer au plus vite pour éviter de la croiser à nouveau. Au bout d'un moment, ils arrivent à Gilan. Il leur dit que c'est une petite ville, certes, mais Fern et Heinrich sont furieux. Julien explique que même s'ils sont venus de la capitale, il n'y a pas de fête de bienvenue. Un homme dans la rue les repère et leur demande s'ils sont bien de la capitale. Julien répond que oui, et l'homme l'accueille, le remerciant d'avoir fait tout ce chemin et lui promettant de le guider directement jusqu'à la pierre. Alors qu'il se dirige vers une tour d'horloge, on voit des pierres flotter dans les airs. Un peu plus tard, Aileen commence à donner des ordres pour l'emplacement des boîtes et du matériel nécessaire à la mise en place de son opération, et elle dit être très sensible au mana. L'homme de tout à l'heure lui demande si elle souhaite inspecter la zone à réparer, ce qu'elle accepte. Ils s'y rendent, car on constate que le cristal est endommagé et fissuré. Elle dit que c'est difficile à réparer, et qu'il faut procéder à un remplacement partiel. L'homme paraît surpris et elle lui dit que la barrière disparaîtra temporairement, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter, car cela ne prendra pas longtemps. Il lui fait confiance et elle se retrousse les manches en tendant la main et en touchant la pierre résonante. Elle ajoute que les préparatifs sont terminés et qu'il ne lui reste plus qu'à informer Julien que la barrière disparaîtra lors du remplacement. Elle ne veut vraiment pas le voir, mais il faut qu'elle considère cela comme du travail, puisqu'elle est professeure. Embarrassée, elle décide de se montrer plus ferme et l'interpelle. Elle dit qu'elle a quelque chose à lui dire tandis qu'il s'éloigne. Elle réalise qu'il l'a esquivé et lui dit d'écouter, car c'est important. Elle ajoute qu'elle a bien vu qu'il l'évitait et se demande pourquoi. Elle s'agrippe à son uniforme, disant que c'en est trop, car ils sont là pour des raisons officielles et qu'elle doit dire quelque chose. Elle lui demande alors ouvertement pourquoi il continue à l'éviter. Il fait semblant, lui demandant pourquoi il l'évitait, expliquant que c'est juste qu'elle le suit sans cesse. Elle commence à s'énerver, lui demandant ce qui ne va pas chez lui, et il est si audacieux que cela paraît presque raisonnable. Elle répond que ce n'est pas l'important. Il lui demande alors ce qui est important et la traite de harceleuse. Elle commence à s'énerver, lui disant qu'elle se retient, mais elle n'arrive pas à y croire. Ils entendent alors quelqu'un crier à plein poumon, et Julien semble effrayé. Il crie, annonçant la présence d'un démon. Julien commence à paniquer, et Aileen lui dit qu'elle lui a dit qu'elle était là pour lui dire que la barrière allait disparaître et que des démons apparaîtraient, mais il a continué à l'éviter. Ils entendent alors d'autres cris, et cette fois, Heinrich est projeté devant eux, s'écrasant contre le mur voisin. Julien se retourne, regardant Heinrich, qui pourrait être mort. Julien regarde devant lui, le cœur serré. Un frisson le parcourt. Puis il dit que, d'après cette aura, c'est un démon à 2 cornes. Comment diable vont-ils le vaincre? Julien répond qu'il n'a pas une, mais 2 cornes, et que c'est vraiment inattendu. Aileen accourt, demande ce qui s'est passé,
et il lui dit de ne pas s'approcher, car c'est dangereux. Elle lève les yeux, aperçoit le monstre devant elle et dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'un démon à 2 cornes soit là, se demandant pourquoi un démon aussi puissant se trouve dans un tel endroit. Elle se demande ce qu'elle peut bien faire, puisqu'elle ne sait pas utiliser les sorts de combat, et que la pierre de résonance n'est pas prête non plus. Le démon commence à parler de la table d'enchantement, envoyant ses petites goules en avant. L'une d'elles atterrit juste devant Aileen. Julian resserre sa main sur sa lame et la protège de l'attaque. Il lui dit de ne pas baisser la garde et qu'elle doit être naïve pour se laisser ébranler par une telle chose. Il dit qu'il s'occupera de tout ici, et qu'elle devrait se concentrer sur ce dont elle est capable. Elle lui demande de quoi il parle, et il la désigne du doigt, affirmant qu'elle est chargée de restaurer la pierre, et lui de la protéger, lui demandant si elle était si surprise qu'elle a oublié pourquoi ils étaient venus ici. Elle s'enfuit, prétextant que cela prendra encore 7 minutes. Puis elle l'appelle, et il lui demande ce qu'elle veut. Elle le supplie de ne pas se blesser et qu'elle ne peut pas utiliser de magie de guérison. Il dit qu'il sera difficile pour lui de se blesser dans cette situation, et même s'il vient de le dire, la vérité est qu'il a terriblement peur. Il ne s'attendait pas à affronter un démon à 2 cornes lors de son expérience sur le terrain. Il ne peut pas fuir, car trop de gens le regardent et de mauvaises rumeurs se répandront à son sujet. Et si c'était le vrai Julian, ce serait facile. Fern arrive en courant, demandant à Julian d'attendre que l'ordre du lion bleu vienne à bout du démon. Lui et ses hommes s'occupent des plus petits, avançant vers le géant. Il leur dit qu'avec ça, ils peuvent continuer à le détruire petit à petit. Il se moque alors de Julian, lui demandant s'il a peur du démon, affirmant qu'il ne lui ressemble pas. Julian répond que oui et éclate de rire, ce qui surprend Fern, qui lui demande pourquoi il rit dans cette situation. Il se rappelle qu'il est Julian, se disant que s'il était dans une situation aussi critique, il n'aurait rien à craindre. Au contraire, il s'amuserait à voir le démon attaquer directement Julian, qui libère son aura. Son trait d'épéiste exceptionnel s'active, et il s'élance dans les airs, tranchant la main du démon. Mais l'attaque résonne aussi jusqu'à son bras. Fern dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il ait infligé autant de dégâts d'un seul coup, et que c'est impossible. Julian commence à entrer dans son personnage tandis que le sang du démon lui gicle au visage, et il se dit heureux que ça marche. Il court alors en avant et bondit à nouveau juste devant le démon, poursuivant son assaut. On le voit lui couper une corne, absorbé par l'action. Le démon lève les yeux vers lui, et Julian réalise son erreur, son poing s'abat droit sur lui et le frappe à la poitrine, le projetant en arrière. Julian se met à cracher du sang, la douleur le saisissant au point de l'empêcher de respirer. Il se dit qu'il a les yeux plus gros que le ventre. Et si c'est le cas, il sait ce qu'il doit faire. Les yeux du démon se remplissent de sang tandis qu'il attaque, frappant le sol où se tient Julian. On ne voit que les débris, et l'ordre du lion bleu se demande si Julian a été vaincu. Fern affirme qu'il ne pourrait vaincre le démon à 2 cornes tout seul, et que c'est maintenant à son tour de prendre le commandement. Mais l'un des hommes hurle, lui ordonnant de regarder. Et lorsqu'il le fait, on voit sa silhouette apparaître dans l'ombre, son épée étant désormais entourée d'une aura bleue. Les hommes reconnaissent immédiatement l'épée du clair de lune, mais nous savons qu'il s'agit de sa version imparfaite. Tout le monde, cependant, est complètement persuadé que c'est bien ça. Julian dit que ce n'est même pas la moitié de la puissance du vrai, mais cela devrait suffire à le handicaper lorsqu'il charge droit sur le démon, éclatant de rire. Mais le démon, avec son petit rire, s'avance pour une attaque que Julian esquive. Il dit que malgré sa taille, ses attaques sont rapides, mais qu'il les a toutes vues parce qu'il est Julian, et qu'il va essayer d'utiliser sa capacité, la perspicacité. Alors que les attaques s'abattent sur lui, il sourit et, avec le minimum de mouvement requis pour chacune, il les esquive les unes après les autres, car il peut voir leur trajectoire. Les soldats du Lion Bleu sont fous de joie à l'idée de le voir faire un Mohamed Ali, et Fern semble nerveuse, affirmant qu'il est vraiment à la hauteur de sa puissance. De retour à Aileen, le dernier morceau de cristal est remis en place. Aileen annonce que c'est fait, tandis qu'un cercle magique géant l'entoure. Elle court vers le rebord en criant que la barrière sera bientôt réactivée. Des cristaux commencent à se former autour du démon, et Julian dit que détourner le regard en plein combat est vraiment stupide. Alors que le démon lève les yeux, Julian dit qu'il veillera à ce qu'il ne regrette pas ce moment. Et le démon réalise que c'est fini, une vague d'aura bleue géante se propage tandis que Julian commence à détruire complètement le démon à 2 cornes en zigzag, laissant Aileen sans voix. Mais l'ordre du lion bleu l'est aussi, car on voit la lame trancher directement la tête du démon, puis se diviser en 2 morceaux, comme s'il venait d'être supprimé.
Julien resserre sa lame exactement au moment où les morceaux de viande du démon atterrissent au sol derrière lui. Qui diable nettoie cette merde? Il commence à transpirer et n'arrive pas à croire que ça ait fonctionné. Il voit bien que tout le monde a peur de lui, mais c'est logique, car c'est un méchant après tout, et il est évident qu'ils le craignent après avoir vu sa puissance. Un des soldats l'interpelle, et quand Julien demande ce dont il a besoin, ils accourent, lui saisissent la main et le remercient. Le soldat dit qu'il les croyait tous morts là-bas, et il commence à l'encourager. Julien dit qu'il ne s'attendait pas à ça, et même Fern le remercie pour son travail acharné. Julien sourit, ce qui met Fern mal à l'aise, et Julien demande s'il peut le laisser faire le reste, car il n'est pas habitué à ce genre de situation. Fern accepte et dit que Julien est différent des autres. Il se distingue même parmi les nobles, se demandant comment il peut être aussi calme après avoir vaincu le démon à 2 cornes, et il n'est certainement pas humain, et il le prend comme un compliment. Il saute sur Julien se dirigeant vers une forêt voisine. Il s'assoit près de l'étang et pousse un gros soupir, disant que c'était ridiculement dangereux. La peur et la panique qu'il a ressentie face au démon étaient vraiment trop fortes, et c'est tellement effrayant. Ses mains tremblent encore, et la sensation qu'il a ressentie en le transperçant était horrible. Il se demande comment Julien a pu traverser ces situations comme si de rien n'était. Il dit qu'il agissait tellement comme le vrai Julien qu'il se fait peur. Il se demande si ses pensées changent parce que son corps a changé. Et il s'interroge sur sa véritable force. Il ouvre sa fenêtre de statue, expliquant que la capacité qu'il vient de débloquer provient de sa connaissance de Siou et de l'expérience corporelle de Julien, et que ces 2 capacités combinées lui ont donné la capacité de perspicacité, lui révélant les faiblesses de son ennemi. Il dit qu'avec ce trait, il pourra apaiser les soupçons qui l'entourent. Le seul problème est que l'épée lunaire est incomplète. Il baisse les yeux vers sa lame et commence à la dégainer, constatant les dégâts du combat. Il dit y avoir même laissé des égratignures. Il a dû utiliser une grande quantité de mana d'un coup pour activer l'épée lunaire, et ni la puissance ni la stabilité n'ont égalé celle de l'épée complète, car il est obsédé par la stabilité. Il sourit, affirmant avoir une excellente idée, puis l'histoire se poursuit, on voit une multitude de drapeaux et de rebelles. Alors qu'un visage familier entre dans la salle de l'association des nobles anciens, un homme lui propose de s'asseoir, et on voit Inassi, tremblant. L'homme lui demande s'il est en train de lui dire que Julien a vraiment deviné son plan, et Anne tremble, incapable de parler. À un moment donné, il finit par répondre, affirmant que oui, car cela semble être le cas. L'homme dit qu'il savait que son inutilité finirait par leur attirer des ennuis, et que s'il n'était pas lié au chef de famille actuel par le sang, il aurait été tué. Oran s'excuse et l'appelle Seigneur Ern. Un autre homme lui dit que ses mouvements de fermeture des yeux sont étranges ces derniers temps. Il semble avoir soumis une proposition au bureau du secrétaire impérial. Dorénavant, lors de l'examen d'entrée, la responsabilité ne retombera plus sur l'instructeur, et même s'il tuait quelqu'un, il ne serait pas tenu responsable de sa mort au nom de la famille impériale. Orin paraît surpris, et quelqu'un d'autre frappe la table en disant qu'il parle simplement au nom de Julien. Ils sont tous d'accord, disant qu'ils n'arrivent pas à croire qu'il ait pu faire ça alors qu'il n'est que le chien de la famille impériale, et c'est en quelque sorte son avertissement. Mais ils disent aussi à Ern que c'est une opportunité pour eux. Il leur demande ce qu'ils entendent par là précisément, interrogeant un certain Seigneur Eden. Eden répond que jusqu'à présent, Julien n'a fait que suivre les ordres de la famille impériale. Mais s'il commence à agir de son propre chef, des changements sont inévitables. On a droit à un joli petit symbolisme, il se libère de ses chaînes, mais cela le blesse au passage. Eden dit qu'il y a peut-être moyen de l'utiliser, contrairement au passé où ils l'ont envoyé au front, et qu'il devrait le surveiller pour l'instant. Il demande à Eden s'il veut vraiment le laisser faire ce qu'il veut. Eden répond par l'affirmative et se met à rire, disant qu'il devrait attendre un peu. De retour à Julien, il explique que la mission n'a pas duré longtemps, mais qu'il est fatigué d'avoir utilisé beaucoup de mana. Ses plantes étant toutes en bonne santé, il s'en réjouit, affirmant que voir la pièce décorée comme il le souhaite lui apporte une certaine sérénité. Il est ravi que ses plantes se portent si bien. Cette mission lui a apporté beaucoup de résultats. Non seulement il a démenti les rumeurs qui circulaient à son sujet, mais il a peut-être aussi obtenu un atout encore plus précieux en ouvrant le coffre que Lazareth portait et en sortant un cristal. Il dit avoir probablement trouvé un moyen de compléter l'épée du clair de lune, et elle utilisera cette gemme. Cette idée lui est venue après avoir vu la pierre de résonance dans le jeu. Chaque objet a la capacité d'absorber du mana. C'est particulièrement vrai pour les gemmes produites dans l'Empire, car elles ont la conductivité et la capacité de mana les plus élevées.
C'est pourquoi la pierre de résonance est si efficace. Il emprunterait l'idée d'imprégner la pierre de mana et se demanderait s'il y avait une couche entre lui et son épée, une couche qui agirait comme un canal de mana. Alors que la gemme se brise, il dit qu'il devrait trouver la gemme qui correspond le mieux à son mana, car il désintègre complètement celle qu'il essayait de trouver. On frappe à la porte, et il dit que ce doit être l'heure du dîner. Il se demande si c'est le majordome qui leur dit d'entrer, et nous voyons nul autre que Lazarus lui demander comment il va. Julien dit qu'il le voit si souvent, et Lazarus dit que le capitaine veut qu'il se rende au bureau du secrétaire impérial pour faire un rapport. Julien demande s'il en est certain, et Lazarus répond que oui. Julien se lève alors, disant que si c'est le cas, il devrait remettre ses gemmes dans la réserve, et il suppose qu'il devra terminer l'épée du clerc de lune une autre fois. Il se demande si le bureau du secrétaire impérial est si curieux de ce qu'il fait, mais affirme que cela a du sens compte tenu des rumeurs qui circulent à son sujet. Alors qu'il s'apprête à partir, Lazareth l'interpelle et Julien lui demande ce dont il a besoin. Lazareth demande quoi faire des pierres précieuses brisées et Julien lui conseille de les jeter. Lazareth répond qu'elles sont précieuses, mais accepte quand même. Il se précipite dans le bureau du secrétaire impérial. Il dit que c'est très chic, contrairement au bâtiment fermé, et il se présente à la réceptionniste, il est là pour rencontrer Sir Sedan Orby du bureau du secrétaire impérial. L'homme lui dit que Sedan est actuellement en réunion avec un autre invité et qu'il devrait patienter dans la salle d'attente. Julien dit comprendre et il semble qu'ils aient un invité avant lui, probablement d'un rang plus élevé. Il se dirige vers la salle d'attente, expliquant qu'il ne l'a pas vu dans le jeu, mais que cette pièce est également chic. Alors qu'on voit une épée posée sur le canapé, il la repère également, se demandant ce qu'elle fait coincée là. Il dit, ceci n'a pas sa place dans une pièce aussi chic. C'est très encombrant, mais il voit bien que le manieur est quelqu'un de très doué. Il commence à lire une phrase sur le côté, un corps fort abrite un esprit fort, et la reconnaît lorsqu'une femme lui ordonne de lâcher l'épée, le traitant de fou. Il reconnaît immédiatement la voix, affirmant qu'il n'a même pas besoin de se retourner pour le savoir. La femme affirme que l'épée lui a été donnée par son professeur. Il ajoute, c'est l'un des disciples de Hedon. Dans le jeu, elle a été tuée brutalement par Julien, lui-même. Il est resté assis là à la regarder rendre son dernier souffle. Mais l'épée n'est autre que la sienne. Elle s'appelle Reine Rombelle, et elle pourrait être importante pour lui afin de trouver une issue à ce jeu.